Il y a des choses qu'on ne raconte pas, non par honte, non par peur du jugement, mais parce qu'on sent dès le début que les mots vont trahir ce qu'on essaye de dire. Soit ils vont trop loin, soit ils n'arrivent pas assez près. Et ce qui s'est passé cette nuit-là sur l'A7, entre la sortie de Vienne et les premiers lacets avant Valence, appartient à cette catégorie de choses, celles qui résistent au récit, qui se laissent approcher, mais jamais vraiment saisir. Je fais de la longue distance depuis 20 ans. J'ai commencé dans le nord, entre l'île et la frontière belge, puis j'ai glissé progressivement vers le centre et le sud. Depuis une douzaine d'années, ma route principale, c'est l'A7, ce qu'on appelle l'autoroute du soleil, ce qui est une façon poétique de désigner quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Une bande d'asphalte à 2 fois 2 voies qui descend la vallée du Rhône depuis Lyon jusqu'à Marseille, chargée de camions et de vacanciers selon les saisons, traversant des paysages qui changent lentement, du vert dense du nord au jaune sec du sud. Je connais cette route comme je connais ma maison à Roussillon, dans le Vaucluse, chaque aire, chaque viaduc, chaque tunnel, chaque zone où la radio se perd et où on se retrouve seul avec le bruit du moteur et ses propres pensées. C'était un soir de novembre, pas début novembre, pas fin novembre, quelque chose au milieu, quand les jours sont déjà courts et que la nuit tombe tôt et définitivement, sans cette hésitation qu'elle a encore en octobre. Je rentrais de Marseille avec un chargement de matériel frigorifique destiné à un entrepôt logistique dans la zone industrielle de Vénissieux, au sud de Lyon. Départ en début d'après-midi, trajet prévu de 3 heures en conditions normales, mais les conditions n'étaient pas tout à fait normales ce soir-là. Il y avait eu un accrochage au niveau de Montélimar qui avait ralenti tout le monde pendant 1 heure et j'étais en retard sur mon planning habituel. Rien de dramatique. Ce sont des choses qui arrivent. J'avais dépassé Vienne depuis une vingtaine de minutes. Les lumières de la ville avaient disparu dans mes rétroviseurs et le tronçon s'était vidé progressivement. Sur l'A7, la nuit en semaine, entre novembre et mars, il n'y a pas grand monde après 22 heures. Quelques camions, quelques voitures isolées, les panneaux qui défilent dans le faisceau des phares. On est seul sans vraiment l'être, ce qui est une sensation que je connais bien et qui ne me dérange plus depuis longtemps. C'est là que j'ai vu les feux de détresse. Ils clignotaient sur la bande d'arrêt d'urgence, un peu après une légère courbe, dans un endroit où la baie AU est suffisamment large pour qu'une voiture puisse s'y garer sans dépasser sur la voie lente. C'était une berline gris clair, peut-être gris argenté, difficile d'être précis avec ce type d'éclairage. Elle était positionnée de façon correcte, bien dans l'axe de la baie AU, pas de travers, pas en urgence. Quelqu'un qui s'était arrêté délibérément, pas quelqu'un qui avait perdu le contrôle. Je me suis arrêté parce que c'est un réflexe que j'ai depuis le début. Il y a des routiers qui ne s'arrêtent jamais, et je comprends pourquoi. La nuit, les risques sont réels, et on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Mais moi j'ai été élevé dans l'idée qu'on ne passe pas devant quelqu'un en difficulté sans au moins s'assurer que tout va bien. Mon père faisait pareil sur les routes du Massif central où il travaillait. C'est une transmission silencieuse, ce genre de choses. Je me suis garé une trentaine de mètres derrière la berline, j'ai mis mes propres feux de détresse, j'ai enfilé le gilet jaune que je garde toujours à portée de main derrière mon siège, et je suis descendu. L'air était froid et humide, avec cette odeur particulière qu'a le Rhône en automne, quelque chose de végétal et de minéral à la fois, une odeur de fleuve et de roches mouillées. On entendait l'eau quelque part dans l'obscurité au-delà de la glissière, même si le fleuve était à plusieurs centaines de mètres. Le son portait différemment cette nuit-là, ou peut-être que j'y faisais plus attention que d'habitude. En m'approchant de la voiture, j'ai remarqué 2 choses presque simultanément. La première, la portière conducteur était ouverte, pas grand ouverte, mais entrebâillée d'une bonne vingtaine de centimètres, avec la lumière intérieure allumée, qui dessinait un rectangle de lumière jaune pâle sur l'asphalte mouillé. La deuxième, le moteur tournait. Pas un moteur qui toussait ou qui donnait des signes de faiblesse. Un moteur au ralenti,
régulier, celui d'une voiture en parfait état de fonctionnement qu'on a simplement laissée en marche. J'ai ralenti sans m'en rendre compte. Ce n'était pas de la méfiance, ou pas seulement. C'était plutôt cette façon qu'ont certaines situations de te forcer à recalibrer ta vitesse. Comme si ton corps comprenait avant ta tête qu'il fallait prendre un peu plus de temps. J'ai fait le tour par l'arrière pour rester visible depuis la chaussée, et je me suis approché de la portière ouverte. À l'intérieur, sur le siège passager, il y avait un manteau. Bleu marine, plié avec soin, posé à plat sur le siège, comme on poserait un vêtement sur une chaise avant de se coucher. Pas jeté, pas froissé, plié. Sur le siège arrière, un petit sac de voyage, fermé, apparemment plein. Dans le porte-gobelet, un café dans un gobelet en carton, avec le couvercle encore dessus. J'ai remarqué que la buée du café était encore visible sur le plastique transparent du couvercle. Sur la plage arrière, rien d'extraordinaire. Une carte routière, le genre qu'on ne voit presque plus, pliée en accordéon dans sa forme d'origine, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. J'ai attendu. Je me suis appuyé contre le flanc de mon camion, à distance raisonnable, et j'ai regardé autour de moi. D'un côté, la voie rapide. Personne ne marche là. De l'autre, la glissière, et au-delà, une pente boisée qui descendait vers le fleuve, avec des broussailles épaisses et une déclivité trop prononcée pour qu'on s'y aventure facilement dans le noir. Devant et derrière, la BAU se réduisait progressivement avant de disparaître complètement. Pas d'issue piétonne, pas de chemin latéral, pas d'endroit logique où aller. J'ai attendu peut-être 10 minutes. Personne. J'ai appelé le 15 d'abord par réflexe, puis le 17, puis finalement le numéro d'urgence autoroutier. L'opératrice m'a posé les questions habituelles: position, sens de circulation, description du véhicule, présence ou absence de blessés visibles. J'ai répondu que je ne voyais pas de blessés parce que je ne voyais personne du tout, et il y a eu un silence d'1 ou 2 secondes de l'autre côté. Le genre de silence qui n'est pas un silence technique, mais un silence de réflexion. Elle m'a dit qu'une patrouille serait là dans 20 à 25 minutes et m'a demandé si je pouvais rester sur place. J'ai dit oui. Pendant ces 20 minutes, j'ai fait le tour de la zone avec ma torche. Systématiquement, lentement, en éclairant chaque recoin accessible. Derrière les glissières, le long de la barrière de sécurité, dans les quelques dizaines de mètres de BAU de chaque côté de la voiture. Rien. L'herbe au-delà de la glissière était mouillée et haute, et si quelqu'un avait traversé récemment, ça aurait laissé une trace. Il n'y en avait pas. Pas d'empreinte visible dans la terre molle du talus. Pas de bruit de pas, pas de respiration. Pas de froissement de vêtements dans les broussailles. À un moment, j'ai éclairé l'intérieur de la voiture depuis le côté passager, en prenant garde de ne rien toucher. Le café dans le gobelet, j'ai regardé la buée sur le couvercle, et je me suis dit que le café était encore chaud. Pas brûlant, mais chaud. Ce qui voulait dire que la voiture avait été arrêtée depuis peu, 15 ou 20 minutes au plus. Peut-être moins. La gendarmerie est arrivée avec 2 véhicules. 4 gendarmes en tout, ce qui m'a semblé beaucoup pour une voiture en panne. Mais peut-être que c'était le protocole habituel pour ce type d'intervention nocturne. Ils ont fait leur travail calmement et méthodiquement. Vérification du véhicule, consultation de la base de données des immatriculations, appel radio, inspection de la zone. L'un d'eux, le plus âgé des 4, a refait exactement le même tour que j'avais fait avec ma torche, mais plus loin, jusqu'aux premiers arbres du talus. Il est revenu les mains vides, au sens propre et figuré. Ce qu'ils m'ont dit, ou plutôt ce qu'ils ont laissé entendre pendant qu'ils remplissèrent le procès-verbal et prenaient à ma déposition, c'est que le véhicule était enregistré au nom d'une personne domiciliée dans le département de la Drôme, sans antécédent de signalement, sans problème administratif apparent. Rien qui explique la situation. L'un des gendarmes, en notant quelque chose sur son carnet,
a posé une question qui m'a semblé étrange sur le moment. Il m'a demandé si j'avais vu ou entendu quelque chose d'inhabituel avant de repérer la voiture. Un bruit, un mouvement sur la chaussée, quelque chose qui aurait pu indiquer une présence. J'ai dit non, et il a hoché la tête d'une façon qui ne m'a pas semblé surprise. Juste, résigné, peut-être, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'il pressentait déjà. Je suis reparti vers 1h du matin. J'ai livré le chargement à Vénissieux. J'ai fait les papiers, je me suis arrêté sur une aire au-delà de Lyon pour dormir quelques heures dans ma cabine. Mais je n'ai pas vraiment dormi. Je restais là, les yeux ouverts dans l'obscurité de la cabine, à écouter le silence de l'air de repos et à repenser à cette lumière jaune pâle sur l'asphalte mouillé, à ce manteau plié avec une précision qui ne collait avec aucune des explications que j'essayais de construire. Parce que c'est ça, le détail auquel je reviens toujours. Pas l'absence de la personne. Les gens disparaissent pour toutes sortes de raisons. Certaines tragiques, certaines inexplicables, et je sais que la réalité est souvent moins mystérieuse qu'elle n'y paraît de prime abord. Non. Ce qui me résiste, c'est le manteau. Un manteau plié avec soin sur le siège passager, dans une voiture arrêtée sur la bande d'urgence d'une autoroute en pleine nuit, avec le moteur en marche et un café encore chaud dans le porte-gobelet. Ce niveau de soin, ce geste précis et délibéré de plier un vêtement avant de faire quelque chose, ça présuppose un état d'esprit que je n'arrive pas à faire correspondre avec aucune situation de détresse que je connaisse. Quelqu'un qui a un malaise ne plie pas son manteau. Quelqu'un qui a peur ne plie pas son manteau. Quelqu'un qui descend précipitamment pour une urgence quelconque ne plie pas son manteau. Le pliage du manteau exige du calme, de l'intentionnalité, une forme de conscience de l'ordre des choses qui me semble incompatible avec tout ce qui aurait pu provoquer l'arrêt de la voiture sur cette bande d'urgence, à moins que ce soit précisément le contraire, à moins que ce soit quelqu'un dans un état de calme absolu, le genre de calme qui vient après qu'on a pris une décision et qu'on n'a plus rien à résoudre, plus rien à peser. Cette idée-là m'est venue plus tard, des semaines après, et depuis je ne la chasse plus parce que je sais qu'elle reviendra de toute façon. Je la laisse juste être là, quelque part en retrait, sans en faire plus qu'elle n'est. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cherché des informations. Pas de façon obsessionnelle, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse ronger par les choses, mais avec cette curiosité têtue qu'on a quand une question reste sans réponse trop longtemps. J'ai regardé les faits divers locaux, la presse de la Drôme et de l'Isère, les forums de routiers, où parfois ce genre de choses remonte. Je n'ai rien trouvé qui corresponde à cette nuit-là sur l'A7, à cet endroit, à cette voiture. Le silence absolu d'Internet sur quelque chose qu'on a vécu de façon très concrète a quelque chose de particulièrement troublant. Ça ne prouve rien, bien sûr, mais ça ne rassure pas non plus. J'ai continué à faire l'A7. Je continue encore aujourd'hui. Chaque fois que je passe le secteur entre Vienne et Valence, le soir ou la nuit, je regarde différemment la bande d'arrêt d'urgence. Pas avec peur, ce n'est pas de la peur. J'ai du mal à appeler ça autrement qu'une forme d'attention accrue, comme si quelque chose dans ma façon de regarder ce tronçon s'était réglé sur une fréquence légèrement différente. Ça ne m'empêche pas de conduire, ça ne me distrait pas, mais c'est là. Ce que j'ai changé concrètement depuis cette nuit-là, c'est une habitude que j'avais depuis longtemps. Avant, quand je voyais une voiture avec les feux de détresse, je descendais presque tout de suite, parfois même avant d'avoir complètement immobilisé le camion. Maintenant, j'attends. Je reste dans ma cabine 1 ou 2 minutes, je regarde, je m'assure qu'il y a quelqu'un de visible avant de descendre. Ce n'est pas de la méfiance envers les gens. C'est plutôt comme si j'avais appris que certaines scènes ont besoin d'être regardées entièrement avant qu'on décide d'y entrer. L'A7 est une route chargée d'histoire, pas dans le sens romanesque du terme, pas dans le sens des guides touristiques, mais dans le sens physique, géologique presque. Elle suit la vallée du Rhône depuis des siècles. Avant l'asphalte, il y avait la nationale. Avant la nationale,
il y avait des chemins romains. Avant les chemins romains, il y avait des hommes qui marchaient le long du fleuve, parce que c'était le chemin naturel vers le sud. Cette continuité-là, on la sent parfois sans pouvoir l'expliquer, comme une densité particulière de l'air dans certains endroits, comme si le sol gardait quelque chose de tout ce qui était passé dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui croit aux histoires de fantômes. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche des explications mystiques à des choses qui ont probablement des explications très ordinaires que je n'ai simplement pas eu accès à connaître. Mais je suis quelqu'un qui a passé 20 ans à regarder des routes, des gens, des situations, et qui sait faire la différence entre ce qui est strange parce qu'il manque une information et ce qui est strange d'une façon plus fondamentale, plus difficile à nommer. Cette nuit-là sur la Septe, c'était la deuxième chose. Je ne saurais pas dire pourquoi avec précision. Peut-être parce que la scène était trop ordonnée pour ce qu'elle était censée représenter. Peut-être parce que le gendarme a hoché la tête de cette façon. Peut-être parce que le café était encore chaud, et que le manteau était plié, et que le moteur tournait, et qu'il n'y avait personne, absolument personne, dans un endroit d'où on ne peut pas partir sans laisser de traces. Je continue à conduire. Je passe par là régulièrement. Quelque chose dans ce tronçon est resté différent pour moi depuis cette nuit. Pas dangereux, pas menaçant, juste différent. Comme une note dans une partition qu'on reconnaît, mais qu'on ne sait pas nommer. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'en aurai probablement jamais. Et après toutes ces années de route, et de nuits, et de kilomètres, j'ai appris à accepter que certaines choses ne se ferment pas proprement, qu'elles restent ouvertes comme une portière dans le noir, ni menaçantes, ni rassurantes, juste là, à clignoter doucement dans le silence.